Bonjour, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans ce livre journal de géopolitique profonde en direct. Qui dit en direct dit que je remercie déjà Virginie à la technique pour la réalisation de cette émission. On est toujours content quand on la voit et quand elle est de retour le samedi matin. C'est une institution, samedi matin 9h avec Virginie de la technique. Autre institution, Patrice, qui est là aujourd'hui, donc il répondra à vos questions, chers auditeurs, sur le standard. Si vous voulez, bien sûr, vous pouvez passer par courriel électronique aussi. Je ne manquerai pas, si l'intérêt du courriel électronique, c'est d'envoyer en fait à l'invité du jour le courriel, si on n'a pas eu le temps de vous répondre en direct durant l'émission, et il pourra se faire un plaisir, c'est le cas de certains qui jouent le jeu, de vous répondre directement, ce qui est l'idéal. Bien, écoutez, on va peut-être commencer, même si pour l'instant, à part notre invité principal, que je vous présenterai dans un instant, personne d'autre n'est là. Oh, si, non, personne. Ah, si, quelqu'un arrive peut-être, on va voir. De toute façon, une petite et courte revue de presse pour débuter, si vous le voulez bien, chers auditeurs, ce libre journal de géopolitique profonde. Actualité de la veille au soir, une triste actualité pour changer, un marché de Noël. Nous sommes à Magdebourg, dans la région Saxe, en Allemagne. Voiture bélier, si tant est qu'on puisse parler de voiture bélier, ou en tout cas, voiture quitte la route et fonce dans le marché de Noël de Magdebourg. Résultat, plusieurs dizaines de blessés graves et au moins 2 morts, qui appellent un certain nombre de réactions, je dirais, dans cette émission de géopolitique profonde. La première, c'est que je croyais qu'il n'y aurait plus d'attentats maintenant en Europe, grâce à Israël, grâce à Benjamin Netanyahou, à force de déverser des tonnes et des tonnes de mégatonnes de bombes, ou de kilotonnes si vous préférez, sur Gaza. On nous avait expliqué plus de Hamas, plus de Hezbollah, ça veut dire plus d'attentats. Plus d'attentats en Europe, merci Benjamin Netanyahou. Si on avait pu, on l'aurait même pris comme Premier ministre, tiens. Bon, ça faisait à peu près 1 an, 2 ans qu'il n'y avait plus aucun attentat en Europe. C'est reparti, les amis, c'est reparti. Évidemment que c'est reparti, surtout avec la déstabilisation de la Syrie, bien sûr. Vous savez, ces gentils djihadistes modérés dont parle monsieur Séjourné, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Et de quel niveau, Le niveau ne cesse de monter. Vous vous rappelez l'époque où c'était des gens comme Couve de Murville, pour ceux qui ont connu à l'époque. Et puis maintenant, on a des gens comme Séjourné. Et tenez, il a pris du galon, il est maintenant vice-président de la commission de Bruxelles. C'est pas beau, tout ça? Donc déjà, pour avoir déstabilisé, on rappelle, 2015, les attentats du Bataclan, les services de renseignement syriens auxquels on ne parlait pas. Oui, on ne parle pas au boucher d'Assad, mon Dieu, mais quelle horreur. Nous avez alerté qu'entre 2 colonnes de migrants, des djihadistes syriens, irakiens, à mon œil, là, 90% de ces gens-là viennent en général d'Asie centrale. Nos gentils djihadistes modérés actuels, 80% sont des Ouzbeks. Vous savez, les mêmes, la même nationalité que l'affreux qui a tué le général Kirillov, là, il y a quelques jours, en plein centre de Moscou. On a eu un beau vivier par là-bas. Des fois, on les retrouve en France. Où là, par exemple, c'était un Saoudien. Vous voyez ? Je vais vous en parler, moi, du Saoudien. Donc, merci pour la déstabilisation de cette région. 2015 a été un excellent cru. Vous savez, les années en 5, c'est très bon, surtout pour le vin. Je crois que pour les attentats, le cru 2025, ça va être absolument magnifique. Réservez tout de suite des bouteilles d'oxygène. Donc merci pour la déstabilisation de cette région, parce que ça sera une des conséquences. Si ce n'est pas un attentat télécommandé cette fois-ci, ça le sera la prochaine fois. C'est un loup solitaire, bien évidemment. Oxymore, formule d'oxymore absolue. Un loup, ça vit en meute, ça n'existe pas, un loup solitaire. C'est aussi imbécile que de parler d'électrons libres. Ah, l'électron libre. Ça, c'est quelque chose, un électron libre. Non, un électron, il n'est jamais libre. Il tourne toujours autour de quelque chose. Oui. Eh oui, un noyau par exemple. Donc le loup solitaire, ça c'est ce qu'on nous ressort à chaque fois. Un médecin, tiens, c'est un médecin de 50 ans, d'origine saoudienne. L'origine saoudienne, vous savez, on nous avait expliqué que le 11 septembre, c'était des Saoudiens.
si on veut. Peut-être, mais c'était peut-être pas les seuls. Donc un médecin de 50 ans qui a commis cet attentat. C'est drôle déjà, 50 ans, c'est étonnant. En effet, surtout qu'on nous explique, que le parquet antiterroriste nous explique que dans nos banlieues, ils sont de plus en plus jeunes à vouloir tenter de faire des attentats, mais ce sont même des mineurs. Là, on aurait un terroriste qui aurait fait un attentat, attentat entre guillemets, sur les chaînes d'infos en continu, c'est la pensée entre guillemets, attentat peut-être, islamiste, ah non, on peut y apprendre de gros mots, djihadiste encore, pourquoi pas, djihadiste catholique, chrétien, non, djihadiste musulman, merci de le rappeler. Donc, oui, un médecin, c'est étonnant un médecin, normalement les médecins ils sauvent la vie, mais c'est vrai que depuis 2020, les médecins, bon, on s'est rendu compte que certains tuaient. Mais oui. Et puis avec la loi sur l'euthanasie, il y en aura encore plus qui tueront. Mais tout est normal puisque nous vivons dans un monde merveilleux, dans l'empire du bien, dans l'opposé de ce que l'on nomme barbarie. Donc 50 ans, voilà. Un peu vieux pour être terroriste. Je vous le concède bien volontiers. En tout cas, il y a des dizaines de personnes qui sont sur le carreau. Et au moins 2 morts, dont un enfant. On le rappellera. Je vois que Lara est arrivée et Raphaël aussi. Je les salue tous les deux. C'est notre fine équipe de géopolitique profonde. Alors parce que nous sommes sur Radio Courtoisie et que je suis quelqu'un de courtois, je commencerai donc par saluer Lara Stam qui est en distanciel. Tout le monde est en distanciel, je suis tout seul. Mais j'ai quand même, heureusement, juste en face de moi, Virginie et son sourire, heureusement. Bonjour Lara. Bonjour Nicolas, bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver sur cette antenne. Même en distanciel, ça reste toujours un plaisir. Eh bien, écoutez, on est content aussi de vous avoir. Et on est content aussi d'avoir Raphaël Besluch, le directeur de la publication, je ne pense pas m'être trompé cette fois-ci, de Géopolitique Profonde. Bonjour Nicolas, et bonjour à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Ils sont très contents aussi d'avoir Raphaël parmi eux. Je parlais dans un premier temps, si vous avez un mot à dire, soit l'un, soit l'autre, sur... J'ai pas encore annoncé l'invité principal, je fais une courte revue de presse. Si vous avez quelque chose à dire sur l'attentat du marché de Magdebourg, avec au moins 2 morts dans la région Saxe en Allemagne, sur un marché de Noël, je vous écoute. Ne vous précipitez pas. Le premier qui veut répondre. Je laisse Raphaël réagir. Oui, donc il y a toujours un peu le même processus aussi pendant ces périodes-là. Malheureusement, il faut se souvenir ce qui s'était passé en France aussi au marché de Noël de Strasbourg. C'est malheureusement la période où on voit de ce type d'opérations qui peuvent apparaître. La question apparaît toujours. Est-ce que c'est un radical? Est-ce que c'est un fou? Ou est-ce que ça peut être une organisation de peur différente? À une certaine échelle. Ce qui est certain, c'est que ceci explique tout à fait l'évolution actuelle politique de l'Allemagne et des partis politiques en Allemagne, notamment de l'évolution de l'AfD. Je pense que, encore une fois, avec ce qu'il s'est passé pendant toute l'année 2024 et en cette fin d'année, on doit s'attendre à une année 2025 de grande transformation, parce que ce type d'événement ne fait que confirmer le grand mouvement populaire, de la grande contraction qui arrive en Europe, et il faudra à mon avis être à l'affût pour tenter de regarder s'il ne va pas y avoir une explosion de ces types d'activités alors que les populations décident de reprendre leur destin en main. Judicieuse remarque. Lara. Oui, moi, je vais rajouter sur effectivement le fait qu'aujourd'hui, l'état de déstabilisation du Moyen-Orient étant ce qu'on appelle le Moyen-Orient au Proche-Orient, comme on veut, c'est selon la formule anglo-saxonne ou française, c'est surtout cela qui est en train de provoquer des secousses en Europe. Et je pense que 2025 va être une année très, très difficile pour les Européens. Merci Israël, merci Turquie, pour ce que vous avez fait et ce qu'on va subir, parce que nous, on n'est pas prêts et surtout, on n'a pas le droit de se défendre, je rappelle. Très bien. Merci à vous deux. Allez, on continue vite. Pour le gouvernement, y aura-t-il un gouvernement en France pour Noël? Est-ce que nous aurons ça dans les chaussons Est-ce que c'est dans la hotte du Père Noël? Dans la hotte d'Emmanuel Macron? Un gouvernement Bayrou. Alors, ce que l'on sait, c'est que ça va être un gouvernement avec Retailleau. C'est drôle, c'est le plus dur de la fausse droite qui va rejoindre le plus mou
de tous les centristes. François Bayrou, c'est le seul pour le moment qui dit j'y suis. Je dis, je suis tellement content, Retailleau, on a compris. En plus, il fait le boulot. À peine a-t-il reçu le pape en Corse qu'il se précipite. On voit, il est mal rasé, il n'a pas dormi de la nuit et il est déjà à Mayotte, ce qui n'est le cas ni du président qui va attendre quelques jours pour ensuite réveillonner comme ce fut le cas hier soir, je crois, à Madagascar. Ou pas loin, avec des militaires. Et puis, par contre, ce sera sans Marc Fesneau. C'est amusant, parce que Marc Fesneau, c'est quand même le bras droit où longtemps. Alors c'est vrai qu'ils sont peut-être plus... il y a peut-être des fâcheries entre les deux. En tout cas, Marc Fesneau, qui peut-être pense à son avenir et pense qu'éventuellement le gouvernement Bayrou, c'est pire que le Titanic, préfère ne pas monter à bord. Une remarque, Lara, sur l'absence de gouvernement en France, ça devient chronique. Oui, ça devient chronique, mais surtout quand on ne veut pas admettre une défaite, le camp du centre n'a pas les moyens de régner en majorité. Et selon la formule de Bruno Gollnisch, quand on coupe l'omelette par les deux bouts et qu'on essaie de faire juste avec le centre, on ne va pas y arriver. Et c'est aussi simple que ça. Donc, à mon avis, pas de gouvernement dans les chaussettes, mais qu'est-ce que ça change à notre avis ? Et pas de shutdown aux États-Unis, mais en France, va-t-on savoir, Raphaël ? Alors la situation pour la France, c'est-à-dire, même si on peut là maintenant nous parler d'un gouvernement qui pourrait se former, je pense que malheureusement rien ne va changer, c'est-à-dire sur le cap clair de crise et de destruction de notre pays, malheureusement, j'entends bien. Même si Bayrou arrivait à former un gouvernement, je vous rappelle que le gouvernement Bayrou se forme suite à une censure du précédent gouvernement. Pour moi, il y a une boîte de Pandore qui a été ouverte, c'est-à-dire c'est une décision historique, la dernière fois ayant été en 1962. Donc il faudra observer, voir quelles peuvent être la réaction des parlementaires face au gouvernement qui peut être formé, qui ne pourra pas satisfaire, à mon avis, les partis politiques et encore moins les Français avec les décisions qui pourront être mises en place. Il faudra surveiller ça. La France est confrontée à une énorme crise aussi du budget. C'est-à-dire que moi, j'attends une seule chose, ce n'est pas forcément le nom des hommes politiques, mais c'est le programme de l'État français pour voir comment ils vont gérer encore et toujours la crise qu'ils ont eux-mêmes créée. On est sur la loi spéciale des finances, on a 400 000 foyers qui vont être imposables. Il y a uniquement les retraites qui sont indexées sur l'inflation. On a la loi Sapin 2, comme nous l'a rappelé un des invités que l'on a pu faire venir sur notre matinale, Nicolas, et Philippe Erlin, qui a fait une synthèse, je pense, très pertinente, c'est-à-dire expliquer que la crise actuelle, la baisse, la notation en baisse des banques françaises avec la directive BRRD qui leur permet de ponctionner l'épargne des Français en cas de faillite et pour éviter la faillite, eh bien, l'année 2025, encore une fois, va être une phase de test historique pour la France avec une fin d'année où on a eu la boîte de Pandore qui a été ouverte, c'est-à-dire une censure du gouvernement. Donc Bayrou, qui déjà est vivement critiqué, et qui est moqué. Il faut faire attention aussi à l'effet de l'épouvantail, je pense. Il ne faut pas perdre le nord sur les problématiques profondes de la France. Eh bien, on va avoir, à mon avis, de grandes surprises. Que le gouvernement soit formé en fin d'année pour Noël, ce qui n'est pas le meilleur des cadeaux pour nous, ou en début d'année 2025. On est d'accord, Raphaël. Je pense que vraiment 2025 va être une année de grand cru. C'est les années en 5, elles sont délicieuses dans le vin, dans le bordelais en particulier. Alors ça sera un grand cru, réservez vos meilleures bouteilles. La justice a la main lourde en France ces derniers temps, et on peut même dire que les magistrats qui jugent vont plus loin que les réquisitions publiques. C'est le cas en particulier dans l'affaire Samuel Paty. On avait critiqué le ministère public qui n'aurait pas eu suffisamment à réclamer de sanctions pour ceux qui ont participé à cet attentat, entre guillemets, BFM, entre guillemets l'attentat. Il faut dire que la principale... le principal... il y a une espèce de... petit double, un petit Larsen, mais je pense que ça y est, c'est réglé. Donc, évidemment, le principal coupable avait été neutralisé le soir même de cet attentat. Par contre, c'est vrai que on a, que ce soit ceux qui ont propagé, entre guillemets, la haine sur les réseaux sociaux, ont pris 12-13 ans de prison ferme. Donc, il y aura un appel, donc il y aura un procès en appel, il faut le savoir aussi. Et puis, Mazan, tous condamnés, sans aucune exception.
Ça fait plaisir. Vous savez, c'est comme les prévenus dans l'affaire du Parlement européen et des attachés parlementaires et députés européens. Hein, le ministère public avait été très clair. Même vous, je n'ai rien à vous reprocher, mais je vous condamne quand même. Bon, bah là, c'est pareil. L'affaire Mazan, la superstar Pellico et Vengé, tous condamnés. Et vous n'avez pas intérêt à faire appel parce que sinon, ça se terminera sur la cour d'assises, tout ça. Raphaël, une réaction sur cette justice qui ne manque pas de sévérité en cette fin d'année. Oui, alors qu'il ne manque pas de sévérité, cela dépend pour qui. Je vous rappelle qu'en cette fin d'année aussi, on a eu pour la première historique, un premier président de la République qui se retrouve avec un bracelet électronique, qui est Nicolas Sarkozy. C'est vrai. Je trouve la justice bien légère face à des personnes qu'on peut considérer ouvertement comme des traîtres à la nation. Voilà. Pour l'affaire Mazan, moi je suis, on va dire, un petit peu plus perplexe. Mais je reste un peu plus froid. C'est-à-dire, je ne prends pas à la légère le fait que ce procès représente quand même un fait divers qui est un drame. C'est-à-dire des dérives de mœurs absolument catastrophiques, où là, il faut absolument condamner tout le monde. Je pense qu'il faut faire attention à la communication que l'on a autour de cette affaire. C'est très bien que des personnes qui aient participé à des activités totalement décadentes et dont du viol soient condamnées avec une peine lourde. Il faut envoyer un message là où on peut. Et ce n'est pas parce que la justice est déficiente sur de nombreux sujets, comme par exemple la punition de nos hommes politiques, ou alors de célébrités comme Pierre Palmade, qui bénéficient de protection juridique, ou en tout cas c'est ce que l'on a pu observer, parce que la peine est quand même bien légère, hein, pour avoir détruit une famille, tué un enfant. Comme les viols et les agressions de rue, d'ailleurs, je pense, Raphaël, sur lequel la justice a la main beaucoup plus légère, hein, en France. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire, je pense qu'il faut vraiment faire attention à ne pas se retrouver face à l'opinion publique et sous une forme un petit peu où on se ferait critiquer, où on pourrait passer pour un ennemi, en prenant un peu trop à la légère, en voulant même un peu rire de ça. C'est-à-dire, c'est très bien que des personnes déviantes et criminelles soient condamnées, et avec une peine lourde. Point. Par contre, ce qui est quand même intéressant à regarder, ça c'est vrai que ça c'est l'autre face de l'affaire Mazan, c'est de voir comment les médias ont récupéré cette affaire pour faire une attaque intégrale. Et d'ailleurs, là, il faut observer certaines personnalités politiques, notamment comme une Sandrine Rousseau ou autre, le fait de vouloir attaquer l'homme, la masculinité, le patriarcat, encore et toujours. On voit qu'il y a toujours des camps qui arrivent à profiter de ces situations-là pour essayer de transmettre un message, véhiculer un message qui est de vouloir désigner un ennemi global et qui est l'ennemi, le mâle blanc, etc. Cependant, la peine, pour moi, c'est très juste et il faut bien séparer chaque affaire, parce que pour terminer, l'affaire Paty, moi, c'est quelque chose qui me révolte, c'est qu'on arrive à oublier le fait que, in fine, c'est quand même la décapitation d'un professeur. C'est la décapitation d'un professeur et on arrive à avoir de longues discussions, de longs débats ou de longs commentaires qui sont, à mon avis, pour moi, outranciers, de personnes qui souhaitent se défendre, notamment les personnes qui se retrouvent là complices dans cette affaire, de vouloir dire non mais j'ai pas fait exprès, je regrette, c'est pas vraiment de ma faute, alors qu'à la fin on se retrouve avec une personne qui a été décapitée. C'est décapité en France. Voilà. Voilà un peu pour mes commentaires. Je pense qu'il faut prendre chaque section de manière un peu froide, mais et se réjouir lorsqu'il y a une condamnation et ne pas aller plus loin, sans oublier quand même ces aspects de récupération politique. Merci Raphaël. Lara, c'est le mari aussi qui est visé plus encore que les autres. C'est lui qui a pris de loin la peine la plus lourde. Le mari cocu, le mari Candolle, le mari qui, semble-t-il, offre sa femme comme une proie à un certain nombre d'individus qui ont été taxés par la justice de violeurs. Oui, Nicolas, c'est la figure du mari qui est là attaquée d'une façon très très violente. Hein. C'est même pas l'homme, mais c'est le mari blanc en quelque sorte. C'est-à-dire celui à qui on doit complètement faire confiance. La femme doit, voilà, le mari c'est le libérateur en fait dans notre esprit et c'est lui qui exécute en fait sa femme. C'est ce qui est attaqué. Mais permettez-moi de vous livrer une impression vraiment personnelle. Je ne demande pas à ce qu'on la partage, mais moi, quand je vois
cette femme, je veux bien croire tout ce qu'elle raconte, mais il y a une discordance absolue entre le regard, la gestuelle, la posture et ce qui est raconté. Et moi, je demande à quel point ce couple pervers, à mon avis pervers, a été consentant sur ses agissements et pourquoi à aucun moment on ne met un doute sur les paroles de cette femme, sachant qu'on a mis en doute la parole des enfants dans une autre affaire qui a été un scandale à terme. Et là, on met aucun doute. Et il y a une posture vraiment incroyable. On dit merci, merci. Enfin, moi, je trouve quelque chose. On est passé à côté de quelque chose et peut-être cette affaire n'est pas terminée. Ouais, voilà, je vous livre à titre personnel ce que je ressens parce que j'ai déjà vu les femmes abusées, j'ai déjà vu les femmes malheureuses. Je sais quelle plaie, quelle tragédie cela représente et je n'ai pas, désolée, mais je n'ai pas pour moi cette figure-là en face de moi quand je regarde les images. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a des affaires de pédocriminalité dans lesquelles la parole des enfants a pu être remise en cause. C'est ça dont vous parlez. Voilà, demandons à notre ancien ministre de la Justice qui a réussi à discréditer la parole des enfants sur des faits qui étaient filmés, avérés, etc. Donc, je livre ça à titre personnel. Je n'engage pas la radio, je n'engage pas cette émission. Ni l'avis des uns et des autres, parce que tout le monde n'est pas du même. Voilà, c'est une impression. Je livre une impression. Voilà. Je rejoins tout à fait l'avis de Lara sur cette question. Tiens, bon, parfait. Alors, on est tous d'accord, en fait. Parfait. Allez, on va parler de l'interview de Poutine éventuellement, mais on en parlera après avec notre principal invité que je vais vous présenter tout de suite. Il est aussi à distance, mais ça ne va pas nous empêcher d'échanger avec lui et avec vous, évidemment, Raphaël et Lara, si vous souhaitez rester. C'est à vous de voir. En tout cas, pour Raphaël, je sais qu'il reste. Lara, c'est à vous de voir si vous restez ou pas. Donc, la prochaine guerre, voilà le titre, la prochaine guerre, la troisième guerre mondiale, en tout cas, moi, ça c'est mon titre, sera nucléaire. La prochaine guerre sera nucléaire. C'est le titre du livre de Gérard Chevrier. L'auteur nous dit que contrairement à ce qu'on nous raconte, ce ne sera pas nécessairement la fin du monde. Ce livre nous explique pourquoi nous allons vers une guerre nucléaire. Ce livre explique les différents types d'explosions et les conséquences très différentes selon le type. C'est le seul livre qui nous explique comment se protéger, par exemple, du rayonnement gamma, des retombées radioactives. Ce livre, il est aux éditions du Rocal. Vous pouvez d'ailleurs vous le procurer, entre autres, par ce biais, www.leséditionsdurocal.com. Alors l'auteur, et je vais le saluer tout de suite, mais je le présente immédiatement, c'est Gérard Chevrier, industriel, inventeur de procédés de production industrielle, concepteur et constructeur aussi, en particulier de lignes de production et de marques déposées. Il était déjà l'auteur dès 1983 de faire face aux dangers nucléaires. On va dire que c'est un expert, un spécialiste du sujet, à la fois du nucléaire et puis en matière plus géopolitique et géostratégique, de risque de guerre nucléaire. Donc là, on sera principalement sur la guerre nucléaire, non pas le nucléaire civil, mais principalement le nucléaire militaire, je pense. Bonjour Gérard Chevrier et bienvenue sur Radio Courtoisie dans ce libre journal de géopolitique profonde. Bonjour Monsieur Stocker, vous m'entendez ? Je vous entends très bien. Et moi, est-ce que vous m'entendez ? Parfaitement, très bien, oui. Formidable. Vous êtes déjà venu sur Radio Courtoisie, Gérard Chevrier ? Alors, je suis venu sur Radio Courtoisie, effectivement, un dimanche midi. Oui. J'étais invité, c'était uniquement la radio, ça n'était pas télévisé, ça n'était pas sur une vidéo. Et on a fait l'émission d'1 heure avec un monsieur qui fait l'émission une fois par mois, qui m'avait invité. Le nom m'échappe, mais ça me reviendra. En tout cas, c'est un ingénieur des mines et avec quelqu'un avec qui j'ai eu le plaisir de déjeuner après l'émission. Nous avons fait quelque chose, je crois, d'intéressant au niveau de l'information. Oui. C'est une tradition sur Radio Courtoisie, non seulement l'expertise des patrons d'émission, le fait qu'on retienne plus le nom des invités parce qu'on cherche à s'effacer derrière nos invités, et puis la bonne tradition aussi, souvent,
et un dimanche midi, c'eût été dommage de ne pas y satisfaire, qui est de terminer par un bon déjeuner. Eh bien écoutez, ça sera normalement mon cas aussi ce midi. Alors, Gérard Chevrier, dans ce livre, l'ai-je correctement résumé? C'est-à-dire que s'il y a un versant, une guerre nucléaire qui, d'après vous, est inéluctable et inéluctable à court terme, et puis le fait, alors ça c'est la mauvaise nouvelle de Noël, voilà pour Noël 2024, le Père Noël vous apporte un missile balistique, tiens, Orejnik, sur Paris ou sur Kiev. Oui. Et puis d'un autre côté, le fait qu'il y a des possibilités pour s'en protéger. Oui, alors justement, à ce propos, je voudrais dire que je vais aller tout de suite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'apporter des informations qui permettraient aux gens, aux personnes, dans le cas où ça arriverait, de pouvoir sauver leur famille. Et donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que si, par exemple, la guerre nucléaire éclate, elle sera principalement en Europe, puisque ce sera les bases militaires américaines qui seront visées et qui seront détruites par les missiles Oreshnik, Zircon et Kinjal. Et Kinjal, missile qui a déjà fait ses preuves, Kinjal, au niveau de la destruction des bunkers. Et alors, à ce propos, je voudrais dire que si cela arrive, comme je le suppose, moi j'ai situé une probabilité de 8 sur 10 à la fin du mois de février 2025. Ah oui, 8 sur 10, février 2025, c'est précis. Hein. Voilà. Il y aura en Suisse moins de 1% de victimes dans la population, moins de 1%. Et en France, nous dépasserons les 30% de victimes parce que rien n'a été fait, qu'il n'y a bien sûr aucun abri, mais surtout qu'il n'y a eu aucune information sur ces questions. Les gens sont maintenus dans l'ignorance et c'est à un niveau que vous n'imaginez même pas. Vous avez par exemple en France 2500 casernes de pompiers. Oui. Eh bien, à l'exception de celles qui sont à côté des centrales nucléaires civiles, il n'y a dans les casernes de pompiers en France aucun compteur GGR. Vous voyez, aucun. Donc, les pompiers ne sont pas en mesure de savoir s'il y a de la radioactivité ou pas. Et donc, il faut s'imaginer que, d'abord, on va replacer un petit peu le contexte qui pourrait arriver. Les gens l'ignorent, mais il y a deux types d'explosions, parce que tout le monde est resté sur le principe de Hiroshima et Nagasaki, qui étaient des explosions à basse altitude, des explosions qui ont eu lieu à 450 mètres de hauteur avec une petite puissance. Ça, ce type d'explosion est destiné à tuer des personnes humaines, voyez, c'est-à-dire qu'elles soient civiles ou militaires. Parce que maintenant, on emploie souvent le terme de bombe tactique. Alors effectivement, sur le champ de bataille, vous avez par exemple une brigade qui est concentrée dans une région, eh bien on fait exploser une bombe de 20 kilotonnes à 400 ou 500 mètres d'altitude, et à ce moment-là, vous tuez les 5000 personnes qui composent la brigade. Ça, c'est une possibilité. Ensuite, pour les populations civiles, on peut utiliser des puissances beaucoup plus grosses. Ça peut aller de 1 mégatonne à 5 mégatonnes, mais ce ne sera pas cette situation dans laquelle nous allons être confrontés. Ça, ce sont les explosions à basse altitude. Les explosions à basse altitude tuent par leur effet direct, mais il n'y a pas de retombées radioactives. Vous voyez, très rapidement, à Hiroshima, à Nagasaki, on a pu réorganiser la vie après 3 semaines. Vous voyez, donc, en ce qui concerne l'autre type d'explosion, qui, elle, va vraiment nous concerner, ce sont la destruction des bases militaires. Alors, pour détruire des bases militaires, on ne fait pas des explosions à basse altitude, on fait des explosions au sol. Ou dans le sol. Vous voyez, mais les effets dans le sol ou au sol sont à peu près les mêmes. Donc, une explosion au sol, on va prendre un exemple, puisque toutes les chiffres que je donne dans le livre « La prochaine guerre sera nucléaire » sont des chiffres qui sont connus. Il y a eu sur notre planète, depuis 1945,
plus de 2400 explosions nucléaires réelles, voyez, que l'on a baptisées essais nucléaires. Ce ne sont pas des essais sur le plan du volume ou de la puissance, ce sont de vraies explosions, mais qui servent effectivement d'essais pour analyser les températures, le souffle, l'effet du rayonnement, etc. Et donc 2400 depuis 1945, la première a eu lieu, vous savez, dans le désert du Nouveau-Mexique, quelques semaines avant Hiroshima. Mhm. Et donc, on sait très bien de quoi on parle. Et donc, on va prendre une puissance de 1 mégatonne. Et 1 mégatonne, ça vous creuse un cratère, donc un trou, qui fait 300 mètres de diamètre, 60 à 90 mètres de profondeur. Et alors, c'est cette quantité de matériaux, de pierres, de terre, de béton, de ferraille qui vont être propulsés à 4000 mètres d'altitude et qui sont hautement radioactifs. Parce que là, il ne s'agit pas d'une centrale nucléaire pour fabriquer de l'électricité comme à Tchernobyl, où là, l'uranium est enrichi à 6%. En ce qui concerne les bombes, l'uranium est enrichi à 92%, Ouais. et bien sûr, il dégage un niveau de rayonnement gamma qui est énorme. Et donc, ce que les gens ignorent, c'est que des explosions qui vont se produire, par exemple, sur les bases américaines en Allemagne. En Allemagne, il y en a 8, voyez, qui ne sont pas très loin de la frontière française. En Belgique, il y en a 2. Il y en a une importante aux Pays-Bas et il y en a 3 en Angleterre. Eh bien, si ces bases sont détruites par des explosions au sol, elles vont propulser à peu près à 400 km d'altitude des énormes quantités de terre. Il faut penser qu'un mégatonne, c'est à peu près 2 millions de mètres cubes qui sont propulsés en altitude. C'est énorme. Une partie de cette terre va retomber dans un rayon de 10 km et le reste va être porté par le vent. Et donc, les gens disposent à partir de ce moment-là, selon la distance à laquelle ils se trouvent des explosions, ils disposent d'une demi-heure, 1 heure, 3 heures, 4 heures pour se protéger. Vous voyez ? Et donc, c'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Et après, il faut savoir qu'est-ce que l'on va faire pour sauver sa famille. Eh bien, dans les heures qui vont suivre et qui vont suivre l'arrivée du nuage, dans l'heure qui suit, on va atteindre un niveau de rayonnement gamma qui sera maximum. Et donc, ce sera un rayonnement qui est mortel, qui traverse des murs de 20 ou 40 cm d'épaisseur et qui vous traverse le corps. Et donc, qui détruit les globules blancs de l'organisme. Et donc, à partir d'un nombre de rades que vous avez accumulé, eh bien, vous pouvez mourir en quelques heures ou en quelques jours. Voilà. Donc, il faut se protéger absolument de ce rayonnement gamma. Alors, imaginons, vous êtes dans la région parisienne, et puis les explosions ont eu lieu derrière la frontière en Belgique, puisque c'est pas très loin. Là aussi, les bases en Belgique sont pas très loin. Vous allez disposer, selon la vitesse du vent, selon l'orientation du vent, probablement entre 4 et 5 heures pour vous rendre dans un abri. Parce qu'après, Gérard Chevrier, au bout de 4-5 heures, c'est le temps que met le nuage radioactif pour se propager et arriver, par exemple, dans la région francilienne, c'est ça ? C'est à peu près ça, si vous voulez. Il faut calculer qu'en altitude, vous allez avoir. Alors, bien sûr, ça dépend de la vitesse du vent. Et le nuage, la forme du nuage sera en fonction, justement, de la vitesse du vent. Mais si c'est un vent, par exemple, à 50 km/h, eh bien, on va avoir à peu près l'arrivée au-dessus de Paris, on va dire, en 4 heures. Vous voyez, c'est le temps que le nuage se déplace. Comme les vents, la plupart du temps, viennent du nord, eh bien, vous aurez sur la région parisienne, au bout de 4 heures, ce nuage qui va arriver. Alors évidemment, la quantité de matière radioactive qui va tomber au sol va être beaucoup plus importante dans le nord de la France que sur Paris, puisque petit à petit, le nuage se décharge de tous ces petits morceaux de cailloux, tout ça. Ce ne sont pas des poussières. Vous voyez, les gens pensent à la poussière radioactive. Non, ce sont carrément des petits morceaux et qui dégagent un fort rayonnement. Et donc, quand ce nuage va arriver au-dessus de Paris, c'est-à-dire que là, vous avez disposé de 4 heures. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant ces 4 heures? Parce qu'il ne faut pas attendre 4 heures pour aller se mettre à l'abri. Prier. Alors, des abris, il n'y en a pas.
eh bien, il faut soit, si vous êtes dans un immeuble, et notamment dans un HLM, il y a beaucoup d'HLM qui ont des caves dans les HLM. Eh bien, il faut descendre dans cette cave et, si possible, qu'elle ait été aménagée avant. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut, je dirais, pour sauver sa vie, il faut 4 choses. Je ne sais pas si vous me voyez, mais je dirais... Alors, vous ne me voyez pas à l'écran ? Non. Non, on ne vous voit pas, mais écoutez, tant pis, l'important est que votre descriptif soit clair pour la radio, c'est l'essentiel, Gérard Chevrier. Nous vous écoutons. D'accord. Donc, ce qu'il faut, c'est la connaissance. La connaissance, vous l'avez dans le livre, qui a 2 titres, en fait, qui a le titre « La prochaine guerre sera nucléaire », et le sous-titre, c'est ce qu'il faut savoir pour se protéger des retombées radioactives. Alors, pourquoi il faut ce bouquin ? Parce que j'ai fait beaucoup de vidéos, vous savez, j'en ai fait 57 actuellement depuis 1 an et demi, et on explique dans toutes ces vidéos, on donne plein d'informations, puisque le gouvernement français, lui, n'a rien fait pendant 50 ans. Et donc, les gens maintenant commencent à savoir ce qu'il faut faire, etc. Mais bien entendu, quand vous allez descendre dans votre cave de HLM, alors il y a 2 cas de figure. Il y a une cave sous votre immeuble, vous descendez là, dans le but d'y passer 3 jours. Alors pourquoi 3 jours ? Parce que si vous voulez, chaque fois qu'on multiplie le temps par 7, on divise le niveau de radioactivité par 10. Oui. Alors imaginons qu'au-dessus de la région parisienne, on ait un nuage qui arrive avec 350 rad-heure. Vous voyez, c'est le niveau de rayonnement gamma qu'il va y avoir de ces poussières qui sont tombées au sol, sur les toits des immeubles, sur le toit des maisons, qui sont dans les rues, qui sont partout. Toutes ces poussières, elles dégagent au départ un rayonnement qui est maximum après 1 heure. Après 1 heure, on atteint le niveau maximum. Et puis, on mesure à ce moment-là, imaginons qu'on soit dans la région parisienne à 350 rad-heure, eh bien, 7 heures plus tard, vous allez avoir un niveau de 35 rad-heure. Mais déjà, 35 rad-heure, c'est un niveau très important. Alors, autre point important qu'il faut savoir, c'est que la radioactivité, vous allez la cumuler dans votre corps. Vous voyez ? Donc, le corps peut accepter un maximum de 25 rad, vous voyez, cumulés. Et donc, quand vous avez un débit de 35 rad-heure dehors, ben vous pouvez y passer 1 demi-heure, mais pas plus, vous voyez, parce qu'1 demi-heure, ça fait 17 rad. Voilà. Donc, ensuite, quand vous multipliez le temps par 7, c'est-à-dire les 7 heures, vous les multipliez par 7, ça fait 49 heures. La radioactivité est encore divisée par 10. Et donc, on passe de 35 rad à 3,5 rad. Et donc, ces informations sont capitales. Et comment le savoir ? Bien sûr, il faut un compteur Geiger. Donc, la première chose qu'il vous faut, c'est le savoir qui est donné par le livre que j'ai écrit. La deuxième chose qu'il vous faut, si vous aviez la caméra, ce serait, je vous fais voir, c'est le compteur Geiger, qui est très permet important. De mesurer justement le taux de radioactivité à un moment donné. Voilà. Alors, c'est très, très important. Ça s'achète dans le commerce facilement, Gérard Chevrier ? Regardez, cet appareil que j'ai là, eh bien, c'est un petit appareil que j'ai acheté 90 € sur Amazon. Vous voyez, 90 €. Alors, il faut dire que depuis 1 an, comme j'explique sur mes vidéos, qu'il faut cet appareil, que c'est indispensable pour savoir. Alors, c'est indispensable pourquoi ? Pour 2 raisons. Parce que d'abord, si vous êtes dans une zone où il y a du rayonnement, vous allez voir si vous êtes à un niveau qui est acceptable ou qui est beaucoup trop important. Mais surtout, ce qui est important, c'est que dans bien des zones en France, nous aurons des régions qui seront sans retombées radioactives. Et ça, c'est important de le savoir, parce que quand votre appareil vous dit il y a 0 millisievert heure, eh bien, vous pouvez vivre normalement dehors, vous pouvez aller dans votre potager, vous pouvez faire tout ce que vous avez à faire, vous ne craignez rien, mais au moins vous le savez. Tandis que si vous n'avez pas cet appareil, vous savez pas quand vous êtes à Bordeaux, quand vous êtes à Limoges ou autre, est-ce qu'il y a des retombées ? On n'en sait rien. Donc cet appareil, il est absolument indispensable. Il devrait être dans toutes les casernes de pompiers, il devrait être dans toutes les mairies, mais il n'y en a pas. Alors donc moi, je pense que sur Amazon, je leur ai fait vendre plus de 3000 appareils comme ça depuis 1 an. Et là, dans quelques semaines, il y aura rupture de stock parce que les gens maintenant
quand je vais passer sur des radios un peu plus importantes, eh bien, ils vont le savoir et ils vont forcément acheter pour eux, pour leur famille, un compteur GGR. Il n'y a pas que sur Amazon qu'on en trouve, mais très très vite, évidemment, il y aura... Surtout, Gérard Chevrier, à vous entendre, le compte à rebours est lancé, février 2025. C'est dans 2 mois. Hein. C'est dans 2 mois. On va être sur une période de risque très importante. Alors, on reviendra, si vous voulez, après sur des questions stratégiques. On va revenir sur ces questions, mais donc le 3e point que vous vouliez évoquer pour se protéger justement contre ces ondes gamma. Alors, ce qu'il faut, c'est, à partir de cette information que vous avez le compteur GGR, et bien entendu, il faut avoir constitué un petit stock de nourriture pour pouvoir vivre pendant 3 jours avec sa famille. Donc, il vous faut 2 bouteilles d'eau par personne par jour, ça veut dire un pack de 6 bouteilles d'1,5 litre pour 2 personnes, 2 packs si vous êtes avec 2 enfants, ça fait 4. Il vous faut des biscuits, c'est-à-dire des gâteaux secs qui vous permettront de manger, des fruits secs comme des noisettes et des amandes, 500 grammes, enfin, un petit sac, vous voyez, un petit sac à dos qui vous permet d'avoir de quoi survivre pendant 3 jours, le temps que la radioactivité soit divisée par 100 pour pouvoir ressortir, faire ses courses ou quelque chose pendant peut-être 10 minutes. Ensuite, on est donc au ce stade à 56e heure, on a donc 49 heures multipliées par 7, c'est-à-dire 2 jours. 14 jours plus tard, la radioactivité sera encore divisée par 10. Vous voyez, donc en l'espace de, on va dire, de 15 jours, 16 jours, on va avoir divisé la radioactivité par 1000. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est important. Et là, on va pouvoir se décider, est-ce que je vais dans une région où il n'y a pas de contamination, où il n'y a pas de retombées? Alors ça, c'est le rayonnement gamma qui est complètement ignoré par les militaires en France, parce qu'on a fait beaucoup d'essais, vous savez, en Algérie et à Moruroa. Oui. Et plusieurs fois, et notamment une fois, il y avait le ministre Mesmer qui était allé en Algérie pour assister à une explosion qui se faisait dans une montagne. Alors, on avait d'abord procédé à des explosions à l'extérieur pour voir le champignon, tout ça, parce qu'évidemment, quand vous faites une explosion souterraine, vous ne voyez pas le champignon. Mais quand vous êtes en extérieur, sur une tour ou sous un ballon, alors là, vous avez le champignon, vous pouvez mesurer, vous avez la lumière, vous avez... Là, on est avec Mesmer, donc on est dans les années 60, donc il y a plus de 60, il y a 60 ans. C'est ça. Donc, c'était en 61. Il va là-bas dans le sud de l'Algérie pour assister. Alors, toutes les personnalités sont là. On les installe sur des chaises qui ont été prévues au préalable. Ils sont arrivés avec des voitures. Donc, on est dans le désert et la montagne est à peu près à 1 kilomètre. Donc, ils sont en face, assis dans des fauteuils pour assister à l'explosion qu'il va y avoir dans la montagne. Et puis là, il se passe un truc qui n'était pas prévu. La montagne se fissure et évidemment, le nuage radioactif est propulsé en direction des téléspectateurs qui se trouvent, enfin des spectateurs plus exactement, qui se trouvent à 1 kilomètre. Des officiels. Et alors là, les officiels, avec bien sûr des journalistes, avec des militaires, des appelés, des couillons qu'on a mis là, vous voyez, oui. et qui sont... et alors, c'est eux d'abord qui alors, tout le monde se précipite vers les voitures parce qu'il faut faire très vite, parce que le nuage arrive vers eux. Et ils se montent à dessus dans les voitures, ils sont à 5 ou 7 dans les voitures ou 8, et tout le monde se fiche le camp. Et puis, les appelés vont être là pour récupérer le matériel, tout ça, et le soir, on rentre à la caserne, et là, on les passe, si vous voulez, au détecteur de radioactivité. On leur fait passer des douches et tout ce qu'il faut, et finalement, ils sont décontaminés parce que ce que les gens toujours penser à la contamination externe et la contamination interne. Mais ils ignorent que le rayonnement gamma
c'est pas une question de poussière qu'on respire ou autre. Le rayonnement gamma, ils l'ont perçu quand la montagne s'est fondue. Et donc, tous les appelés qui étaient présents vont avoir des cancers, vont avoir des trucs comme ça, parce qu'ils sont restés, en réalité, ils sont restés 1 heure ou 2 sur place pour débarrasser le matériel et tout, et les autres ont foutu le camp dans les 5 minutes qui ont suivi. Vous voyez ? Donc, ça, c'est le niveau d'ignorance. Le contre-exemple de ce que vous avez dit auparavant. Alors donc, ce que je vous disais, c'est ce qu'il faut également, je vous fais voir, c'est les filtres anti-Covid. Anti-Covid ? Oui, le filtre, si vous voulez, pour qu'on utilise, qu'on nous a imposé à mettre sur notre nez, qui était probablement un masque. Voilà, le masque. Parce que je ne vous vois pas, en fait. D'accord. D'accord. Moi, je vous vois bien. Tant mieux. Alors, si vous voulez, pourquoi ce filtre ? Parce que ça suffit amplement pour éviter d'inhaler des poussières radioactives dans les poumons et dans la gorge. Le masque anti-Covid filtre des molécules qui étaient 100 fois plus petites que les poussières radioactives. Alors souvent, dans les commentaires, j'ai des gens qui me disent « mais on va être dans une cave, mais il faut que ce soit hermétique, etc. » Alors non, pas forcément, parce qu'il faut de l'air aussi pour respirer. Alors pourquoi je parle de ce masque ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de cave. Et donc, il faut qu'ils sachent qu'ils peuvent aller dans les parkings souterrains. Oui. Vous voyez, les parkings souterrains constituent pour les 3 ou 5 ou 15 premiers jours un abri idéal contre le rayonnement gamma. Et les stations de métro ? Alors, les stations de métro, bien entendu. Oui. Mais moi, je conseillerais plutôt aux personnes d'aller dans un parking de quartier. Il y aura beaucoup moins de monde que dans le métro, parce que dans le métro, il va y avoir énormément de monde, il va y avoir un problème de sécurité, il va y avoir des gens qui auront de la nourriture, d'autres qui n'en auront pas. C'est-à-dire que si vous êtes dans un petit parking, des fois vous avez votre voiture qui est là, vous avez pu mettre de la nourriture dans votre voiture, de la boisson, donc c'est quand même beaucoup mieux. Mais il y a, surtout en dehors de Paris, il n'y a pas de métro, donc il faut aller dans les parkings souterrains si on n'a pas de cave. Donc voilà un petit peu les informations que je voulais donner en ce qui concerne. Oui. Non, en ce qui concerne l'aspect protection, qui me paraît vraiment très, très important. Eh bien, écoutez, merci Gérard Chevrier. Je rappelle évidemment que vous êtes l'invité principal de ce libre journal de géopolitique profonde. Votre livre aux éditions du Rocal, les éditions du Rocal, avec www.com en un seul mot, DUROQUAL, et le livre « La prochaine guerre sera nucléaire ». On se retrouve, cher Gérard Chevrier, tout de suite après ce petit bobino et les questions des auditeurs. Chers auditeurs, pour le marathon du don, et même dans le studio, on a le... Vous voyez, hop, on a aussi, et d'ailleurs il y a eu des donateurs, patrons d'émission, invités. Et c'est attention, pour ceux qui ne parlent pas correctement le français, le cochon, et on en a un plus gros, mais là je ne vais pas le soulever. Il est bien lourd parce qu'il est bien dodu, parce qu'il mange trop sur Radio Courtoisie, la radio de la francophonie. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi y a-t-il autant de pièces et de billets ? C'est que beaucoup trop de franglais. On fait attention, en tout cas, sur Géopolitique Profonde. On est content de vous voir maintenant, Gérard Chevrier. C'est bien mieux comme ça pour l'exercice et sa démonstration. Bien sûr. Alors, vous avez aussi Raphaël qui est là, donc qui va pouvoir maintenant se mêler à la conversation. Avant de passer la parole parce qu'il vous connaît bien, Raphaël Beslu, donc notre directeur de la publication. Quelques questions. Alors, je garde pour la fin, pour la bonne bouche, les commentaires, félicitations, remarques sur la revue de presse. Alors ça, j'en gratifierai Lara et Raphaël tout à l'heure, mais on terminera là-dessus. Et donc, les auditeurs, comment survivre plusieurs jours dans sa cave ? Que faut-il stocker ? Stocker, nous dit cette auditrice. Oui, alors il faut très peu de choses en fait pour passer 3-4 jours dans une cave. Comme je vous l'ai dit, il faut à peu près 1,5 litre d'eau par jour par personne. Et puis un petit peu de nourriture. Alors de la nourriture qu'on ne peut pas faire cuire, je conseille des biscuits qui sont des biscuits de céréales, des fruits secs comme des abricots secs, des dattes,
des noisettes et des amandes. Alors, on a besoin de très peu de choses. On a besoin peut-être pour 4 personnes 1 kilo d'amandes, 1 kilo de noisettes et puis 1 kilo de dattes et d'abricots secs. Et puis quelques paquets de gâteaux, et on passe facilement 4 jours, le temps que la radioactivité dehors diminue. Hein. Parce que il faut bien savoir que les gens qui vont rester dehors dans l'ignorance, selon le niveau de radioactivité qu'il y aura au départ, eh bien, ils mourront soit le soir même, soit dans les 8 jours qui suivent. Vous voyez, et donc, c'est important d'aller directement dans une cave, parce que j'ai donné, vous savez que j'ai donné des tableaux, notamment sur géopolitique profonde. J'ai écrit actuellement 4 articles. Le premier a été diffusé sur le numéro d'octobre, dans lequel je donne beaucoup de dessins et d'informations. Alors, vous avez, par exemple, sur celui d'octobre, là, je peux vous le faire voir, il y avait ce dessin qui faisait voir ce que creuse une bombe de 1 mégatonne. Ouais, c'est le Ici, la frappe est au sol. Hein. La frappe est au sol, et donc là, la frappe qui est au sol, elle creuse. Et voici, par exemple, la carte que vous avez publiée sur votre géopolitique profonde du mois de novembre, puisque j'ai fait un article important sur le mois de novembre également. Sur celui d'octobre, il y avait 5 pages, ou 7 pages, je sais plus, et sur celui-ci, je crois qu'il y avait 4 ou 5 pages. Qu'est-ce qui représente des frappes sur des bases américaines et les conséquences sur le territoire français, non ? Exactement. C'est-à-dire que là, je disais dans l'article du mois de novembre que notre force de dissuasion ne nous protège en rien, puisqu'on pourrait très bien subir les conséquences d'une attaque qui se déroulerait en Allemagne, en Belgique et en Angleterre, sans que notre territoire ne soit visé ou touché. Et à ce moment-là, on n'aurait donc aucune raison d'envoyer des bombes. Vous voyez ? Eh bien, quand le territoire français n'est pas touché, par des cibles, vous avez tous les nuages qui arrivent sur la région parisienne et qui vont tuer. Là, dans cette hypothèse-là, vous avez entre 10 et 15 millions de morts. Ah bon ? Vous voyez ? Ah oui. Alors qu'il n'y aurait eu aucune frappe sur le territoire national. Aucune frappe sur le territoire national, et regardez bien cette carte, vous avez entre 10 et 15 millions de morts. C'est terrible. Hein. Et alors là, c'est le deuxième tableau qui figure sur géopolitique profonde du mois de novembre, c'est celui dans lequel nos cibles qui se trouvent en France. Oui. Merci Macron, et merci l'OTAN, merci Sarkozy. Voilà, nos cibles militaires. À ce moment-là, on est dans un scénario à 30 millions de morts. Vous voyez, non pas dans la journée, mais sur un délai de 3 semaines. Alors, vous avez par exemple, il faut le savoir, qu'en France, nous avons des cibles qui sont déjà cartographiées, répertoriées, et dont le programme est fait sur les missiles russes. Hein. Alors, il y a 3 bases en France qui stockent nos armes nucléaires. Hein. Je ne sais pas si vous me suivez. Il y a une petite ville qui s'appelle Avorde, qui est à 60 km au nord de Châteauroux. Un petit village qui s'appelle Valduc, à 50 de kilomètres de Dijon au nord. Il y a une autre base qui s'appelle Istres et qui est à 50 km de Marseille. Oui. Dans ces 3 sites sont stockés environ 240 têtes nucléaires, c'est-à-dire, on va dire 80 à Avorde, 80 à Valduc et 80 à Istres, pour faire simple. Eh bien entendu, ces endroits, je vais vous les faire voir sur la carte. Ils sont là, sur la carte. Et donc, les Russes les ont. Ouais. Ils sont répertoriés. Le programme est déjà fait sur les missiles pour détruire ces sites-là. Vous comprenez bien que les Russes, ce qu'ils veulent, c'est détruire aussi bien les bases militaires américaines en Europe que les bases militaires françaises qui représentent une menace pour eux. Bien sûr. Ils ne vont pas tirer sur la population civile, ils s'en fichent complètement. Ils n'ont jamais, au cours des 3 années de guerre qu'il y a eu en Ukraine, ils n'ont pas cherché à détruire la population civile ukrainienne. Ils ont toujours cherché à tuer des militaires et à détruire des bases militaires.
Alors, ensuite, il y a... Gérard Chevrier, je vais vous interrompre, je vous en suis désolé, pour d'abord poser les questions des auditeurs et permettre aussi à Raphaël et éventuellement à Lara de vous interroger. Donc je demanderai des questions relativement courtes, en tout cas moi je vais m'y astreindre, et des réponses qui, si elles étaient courtes, nous permettraient d'en poser un certain nombre. Je voudrais juste terminer. Bon, bah, ça prend 15 secondes. Il y a donc ces trois sites sur lesquels sont les stocks nucléaires, mais il y a également des antennes, et ce qu'on appelle les antennes very low frequency. Les relais, les antennes relais, oui. Alors, non, pas des antennes relais, pas du tout. Des antennes very low frequency, c'est-à-dire c'est elles qui envoient les messages à nos sous-marins. Ouais. C'est elles qui vont envoyer l'ordre à nos sous-marins qui se trouvent dans le Pacifique, qui se trouvent dans l'Atlantique ou en mer Baltique, etc. Vous en avez même près de Maule, dans le 78, c'est des grandes antennes comme ça. Et il y en a tout le long, je suppose. Hein. Non, je vais vous dire, il n'y en a que 5 en France. Oui. Il n'y en a que 5 en France. Je vais vous donner les sites. Allez-y. René, à 30 km de Châteauroux, les plus grandes antennes. La principale fait 357 mètres de hauteur, elle est plus haute que la Tour Eiffel. Il y en a 13 sur ce site, sur un diamètre de 2 km. Le site représente 600 hectares. Vous voyez ? Bon, ça, c'est une cible. Et ensuite, la deuxième, elle est à Sainte-Assise. Elle est à 20 km de Orly. Vous voyez ? Ça vous concerne. Et donc là, il y a 10 antennes. 10 antennes importantes. Enfin, je veux dire, la région parisienne. Il y a Kerlouan, qui est dans le Finistère. Ah, ça ne m'étonne pas. Dans le sud, il y a Régine à Villemagne. Et ensuite, une autre qui se trouve dans la Manche, qui se trouve à Laurent. Donc ça, c'est les 5. Et en dernier, 2 bases importantes, celle de Toulon et surtout celle de Brest, c'est la base de nos sous-marins. Donc là, je vous ai résumé, vous avez toutes les cibles qui sont en France et qui peuvent, une fois qu'elles sont détruites, par les nuages qu'elles vont dégager, tuer, on va dire, 15 millions de personnes de plus que celles des bases américaines. Voilà, donc j'ai terminé, vous pouvez me poser vos questions. Bon, alors en fait, c'est plus des remarques des auditeurs qui se disent quand même tout près de Noël, inviter un monsieur qui parle d'abri anti-atomique, il se demande ce qui m'arrive, mais un autre, cher Nicolas, en cette période de Noël où l'heure est au cadeau, inviter Gérard Chevrier n'est pas vraiment un cadeau, surtout si nous devons mourir avant le mois de mars. Bon, c'est de l'humour, évidemment. Je vais laisser Raphaël vous interroger. Moi, la seule remarque que je voulais faire, et je pense que c'est vraiment essentiel, cette émission que nous faisons, et se procurer votre livre, justement, sur la prochaine guerre qui sera nucléaire, et peut-être, alors ça, après, les prévisions, c'est une autre histoire, mais en tout cas, rapidement, c'est en finir avec un certain nombre d'idées reçues. C'est-à-dire que oui, il y a possibilité de se protéger, et ça, vous venez parfaitement de l'expliquer. Et 2, et c'est vrai que moi je partageais cet avis généralement répercuté un peu partout, c'est-à-dire qu'on n'a aucune chance de s'en sortir, ça sert à rien de se protéger, on aura des cibles stratégiques sur les cités, ce qu'on appelle les fameuses attaques anti-cités, avec des mégatonnes. On parle par exemple avec la Russie du missile Satan 2 déjà, ou bientôt 3, et donc on se dit de toute façon on n'a aucune chance d'en réchapper, donc à quoi bon ? Grâce à vous, Gérard Chevrier, on se rend compte que tel n'est pas le cas. Et ça, c'est pour moi tout à fait essentiel de le rappeler à nos auditeurs. Donc, il n'y a peut-être pas de nécessité que vous répondiez sur ce point. Et je vais laisser la parole à Raphaël, qui vous connaît bien, et qui vous avez parlé justement. Il est directeur de la publication, donc de tous ces articles que vous avez pu écrire sur la revue. Raphaël. Oui, tout à fait, Nicolas. D'abord, une remarque préliminaire. C'est un travail important qui est réalisé par Gérard Chevrier parce que nous sommes dans un monde en pleine fracture, mais aussi on subit, toutes les différentes générations, une certaine propagande, même je dirais cinématographique. C'est-à-dire, on nous parle du risque nucléaire comme un risque qui serait uniquement un scénario apocalyptique. À chaque fois qu'on parle des scénarios nucléaires, c'est l'hiver nucléaire, la fin de l'humanité. Et après, avec les scénarios à l'américaine, c'est les zombies ou alors c'est le monde post-apocalyptique. Il faut en revenir quand même, il faut garder la tête froide et en revenir sur les risques réels face à la situation géopolitique actuelle, qui est en fait une accélération de l'escalade portée par l'OTAN face aux résultats des forces russes sur le front ukrainien. On a le couple franco-anglais qui continue d'affirmer son soutien envers l'Ukraine et qui souhaite continuer à mener des opérations de plus grande ampleur
pour refuser, parce que Macron l'a encore affirmé récemment en rencontrant Zelensky, c'est-à-dire d'interdire la Russie de gagner sa guerre. Voilà. Et donc, il faut se poser des bonnes questions, il faut rester lucide et se dire que peuvent faire ces va-t-en-guerre, mais aussi ces entités comme l'OTAN qui sont déjà en guerre et qui sont prêts à tout, à déjà sacrifier des centaines de milliers d'Ukrainiens, et l'Ukraine qui est capable aussi de récupérer des civils de force pour les amener sur le front. Jusqu'où est-ce que cela peut aller? Et donc, ce qui est aussi intéressant avec les travaux de Chevrier, c'est que là, on est beaucoup plus calme, même si c'est un scénario qui peut sembler effrayant. C'est que là, on parle de frappe de sites stratégiques, ce qui est évident une fois qu'on parle de guerre. Le fait de dire qu'il peut y avoir des bases militaires tout autour de la France et que le fait qu'il y ait ces frappes ou ces sites stratégiques militaires qui puissent être frappés et puissent impacter la France, c'est important de l'inclure dans le discours pour informer les Français. Encore une fois, Gérard Chevrier, dans un des articles qui a été publié dans Géopolitique Profonde, la revue, le numéro de novembre, c'est la France n'est pas protégée. Il y a une traîtrise, finalement, ou alors une ignorance crasse de la part de nos élites françaises qui n'ont mis en place aucun système de protection pour la population civile. C'est quand même quelque chose d'extrêmement grave, le sujet en lui-même, étant donné que l'arme nucléaire existe, et on parle constamment du parapluie nucléaire et de la dissuasion nucléaire. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut accepter. C'est sûr que lorsqu'on parle d'une date comme février, qui pourrait être une date avec une très haute probabilité d'attaque nucléaire, eh bien, il ne faut pas sombrer dans la panique, mais il faut s'informer parce qu'il y a une absence totale d'information. Car comme je l'ai dit, on le balaye d'un revers de la main à cause de la propagande générale. Et moi, je cible principalement la propagande cinématographique, mais il y en a d'autres. Hein, c'est-à-dire de vouloir nous faire croire que face à cette situation de guerre sur le front, l'Occident est tout puissant, l'Occident peut tenir, mais pourtant il faut être cohérent. On a Emmanuel Macron qui nous rappelle constamment que la guerre est sur le sol européen, que la guerre est aux portes de Paris presque. C'est-à-dire, il dit c'est qu'à quelques kilomètres de Paris. Donc ça, c'est quand même vraiment important. La question que j'aurais à poser à Gérard Chevrier, on a pu en discuter tous les deux lors de chroniques qu'on a pu faire sur d'autres formats, sur notre chaîne, c'est en fait, encore une fois, de pouvoir, non pas relativiser, mais d'être clair sur les scénarios potentiels. S'il y avait des risques de guerre nucléaire, c'est-à-dire d'attaque nucléaire, combien de temps cela prendrait? Est-ce que ce seraient des attaques qui pourraient durer plusieurs semaines, plusieurs mois, ou est-ce que ça se passerait sur quelques jours, voire quelques heures? Ça, je pense que c'est important de le dire, parce que ça permet de confirmer la nécessité d'informer le public français sur une préparation fondamentale à avoir en cas d'attaque nucléaire, sachant qu'il y a un risque qui est quand même plutôt élevé. Je le rappellerai en dernière remarque avant de laisser Gérard Chevrier répondre, c'est que dans le discours annuel de Vladimir Poutine a quand même affirmé à nouveau qu'aucune technologie occidentale pourrait stopper ces missiles Oreshnik. Donc là, il y a quand même des messages qui sont envoyés. Ça fait des jeux de ping-pong, mais ce jeu de ping-pong est dans un cadre où il y a l'escalade des tensions qui continuent. Gérard Chevrier, si vous voulez bien répondre, ensuite une question de Lara Stam, je crois. Oui, alors il faut voir pourquoi il y aurait une guerre nucléaire. Parce que fondamentalement, nous sommes comme deux plaques tectoniques qui s'approchent et qui vont s'affronter. Et donc, vous avez d'un côté les mondialistes qui sont dirigés par le lobby de la finance, qui sont les États-Unis, l'Angleterre et la France, etc. Et puis, vous avez d'un autre côté des pays qui sont les nationalistes. Et donc, c'est le choc qu'il va y avoir entre des nationalistes, c'est-à-dire des pays qui défendent des valeurs, qui défendent des valeurs de la famille, des valeurs de la patrie, etc., qui sont représentés par la Russie, l'Iran, la Chine, etc. Et donc, on est petit à petit, on est dans la montée de l'escalier qui nous amène vers une guerre totale. La guerre totale, quand elle va être déclenchée, elle durera moins d'une heure. Voilà. Si vous voulez, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre et les conséquences seront évidemment dureront des semaines puisque toutes les retombées radioactives qu'il va y avoir sur les pays vont continuer à faire des morts au cours des semaines qui vont suivre. Mais la guerre en elle-même, entre le départ du premier missile et l'arrivée du dernier, ce sera environ une heure. Comment est-ce que ça va se dérouler? J'ai expliqué le scénario que moi je vois, c'est que on a trois situations qui peuvent nous y emmener. La première, c'est la guerre en Ukraine. Et ça, tout ça, je l'ai expliqué dans mon livre que j'ai écrit en 2022. La guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient avec la possibilité que
Israël arrive à embarquer les États-Unis pour bombarder l'Iran, et là c'est un risque très très élevé de guerre dans lequel les Russes interviendront pour défendre l'Iran. Et comment est-ce qu'ils défendront l'Iran? D'abord sur place, et puis très rapidement en plaçant des sous-marins qui sont peut-être déjà en place au large de la côte est des États-Unis, au large de la côte ouest, c'est-à-dire environ 25 kilomètres de la côte ouest et de la côte est. Et ça, c'est un scénario qui est plus que probable. Le troisième scénario, c'était un affrontement entre les États-Unis et la Chine à propos de l'île de Taïwan, mais je crois que c'est peu probable. Le plus probable, nous le verrons vraisemblablement avec l'arrivée de Trump à partir du 20 janvier, eh bien, ce sera dans les jours qui suivront vraisemblablement des tirs de missiles sur les bases de défense antiaérienne qui sont installées par les Russes en Iran, c'est-à-dire des rampes S-400, S-300 et d'autres systèmes électroniques extrêmement sophistiqués dont ils ont équipé les Iraniens. Et actuellement, l'aviation israélienne est incapable de pénétrer au-dessus du territoire de l'Iran. Ça, il faut le savoir. Et donc, le rideau qu'ils ont placé tout à la périphérie de l'Iran protège un rideau de systèmes électroniques qui s'introduit dans les radars des avions, empêche les avions de pénétrer au-dessus du territoire de l'Iran. Donc, ce sera des missiles qui partiront très probablement depuis la flotte américaine qui se trouve en mer d'Oman et dans l'océan Indien, peut-être également renforcée par la flotte qui se trouve, les 2 porte-avions qui sont en Méditerranée et les autres navires qui sont autour de ces porte-avions. Et donc, le but de ces missiles, ça va être de détruire le système de protection S-400 qu'il y a en Iran. Et là, je crois qu'on aura une réplique des Iraniens qui enverront des missiles sur les bateaux américains. Et après, la suite, eh bien, ce sera la dernière marche à monter. Je pense qu'on verra ça vraisemblablement en février. Joyeux Noël, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Lara. Nicolas, oui, je voulais intervenir à plusieurs titres. Déjà, expliquer à nos auditeurs que malheureusement, Noël n'empêche pas une réflexion, justement, et la récente conférence de presse de Vladimir Poutine nous livre un petit peu les éléments de tension qui existent aujourd'hui dans le monde. Et c'est pas la Russie qui était à la manœuvre. Malheureusement, la Russie subit, et elle ne fait que montrer des dents pour empêcher en fait toute action. Un deuxième élément sur lequel je voulais absolument intervenir, c'est que grâce à Gérard Chevrier, on a les clés de compréhension de l'attitude de nos dirigeants. C'est-à-dire que eux pensent ils seront à l'abri parce qu'ils ont des éléments pour se prémunir en cas d'attaque et ils savent comment faire. Donc Gérard Chevrier nous livre cette possibilité et explique la légèreté de nos gouvernants actuels qui abordent en fait la Russie avec des véhémences tout à fait inappropriées. Ça, c'est première chose. C'est encore une fois, ça montre à quel point nos gouvernants ne pensent pas à nous et sont détachés et que eux, ils savent se prémunir, donc ils vont être à l'abri. C'est ce qu'on comprend après les exposés de Gérard Chevrier. Moi, je rappelle que je suis née en URSS et dans les écoles en URSS, dans toutes les infirmeries, il y avait toujours des pastilles de iode. J'ai une question justement pour Gérard Chevrier sur ces pastilles de iode. Est-ce que, c'est efficace? Est-ce que, 2, on a des stocks nécessaires ou c'est comme les masques, on va se retrouver sans rien le moment venu? Encore une fois, quels sont encore d'autres éléments qui peuvent nous permettre de préparer en quelque sorte notre survie, parce que tout le monde le sait effectivement que la guerre nucléaire, c'est l'apocalypse pour une majorité, mais pas la totalité de l'humanité. Mais celle qui va survivre, peut-être, va envier ceux qui ne vont pas survivre. Donc, il faut le rappeler aussi. Beaucoup de questions d'auditeurs très pratiques que je vous soumettrai ensuite, Gérard Chevrier. Vous pouvez répondre. Oui, alors, vous avez raison de dire que
nos dirigeants sont vraiment irresponsables et se moquent complètement de la population civile. Mais en ce qui concerne ce qu'ils n'ont rien fait depuis 50 ans, c'est pas récent, hein, parce que tout le monde est parti sur la doctrine. Nous possédons une force de dissuasion et donc personne ne peut nous attaquer, ni l'Union soviétique, ni les États-Unis, etc. Mais en réalité, c'était vrai dans les années 60, ça n'est plus vrai du tout parce que les missiles ont complètement révolutionné la façon de faire la guerre et c'est ça que les gens n'ont pas compris. C'est-à-dire que depuis les années 90, il y a des progrès énormes qui ont été faits sur le plan des armes transportées par des missiles. Les missiles sont devenus tellement importants, les missiles et les drones, que donc maintenant, eh bien, toute la stratégie qui consistait à dire nous avons une force de dissuasion, c'était comme, si vous voulez, le mur que nous avions à la frontière allemande. Les Allemands ne pourront pas la franchir, la ligne Maginot. Eh bien, maintenant, avec les missiles, tout ça est à plat. Alors, en ce qui concerne l'iode, oui, ça peut être efficace pour des toutes petites doses, si vous voulez, quand on est on a été irradié pendant quelques minutes, on est à traverser un village où il y avait du rayonnement, on va prendre quelques pastilles d'iode et ça va nous éviter que la radioactivité se fixe sur une partie de l'organisme et donc de développer un cancer à long terme. Mais ça, on n'en est pas du tout là, si vous voulez. Quand il va y avoir la guerre, c'est des doses qui sont tellement élevées que c'est pratiquement mettre un sparadrap sur une jambe de bois. Quand on est sur des rayonnements de 500 ou 700 rad-heure, c'est pas une pastille d'iode qui va vous protéger. Donc ça, c'est un truc. Autre point, vous avez récemment la Suède qui, elle, possède des abris pour toute sa population civile, la Finlande également, d'autres pays, que la Suisse, ils ont plus d'abris que d'habitants. En Suisse, sous chaque maison, sous chaque immeuble, il y a un abri NBC, nucléaire, bactériologique, chimique. Alors, là, ces gens-là ont publié récemment un document qui a fait parler un peu nos députés. Vous voyez, il y a marqué qu'ils ont publié un document « Que faire en cas de crise ou de guerre ?» Alors là aussi, c'est l'Union européenne, donc c'est la langue de bois. Parce que ce document, quand on le regarde, comment il est fait, c'est nettement en cas de guerre nucléaire. Mais on ne prononce pas le nom. On ne dit pas guerre nucléaire. On dit voilà, mettez-vous, descendez dans les abris, préparez votre stock de nourriture, etc. Mais on ne parle pas parce que vous comprenez, dans l'Union européenne, il y a certains pays qui sont équipés en abri et d'autres qui n'en ont pas. La Belgique n'en a pas, la France n'en a pas. Donc, c'est la langue de bois, on ne parle pas. Mais surtout, le point important, il y a eu quelques députés qui se sont réveillés, parce que moi, ça fait des années que je porte ce message pour dire il faut informer les gens, il faut que les gens comprennent que c'est pas la fin du monde, que l'on peut s'en sortir. Et alors, là, il y a eu quelques députés qui ont dit oui, mais les Suédois, les Finlandais, au Danemark, on publie des documents, et nous, que faire? Où sont nos abris? Alors oui, où sont nos abris? Il n'y en a pas. Mais les abris ne servent à rien si vous n'avez pas l'information, si vous ne savez pas ce qu'il faut faire, si vous ne comprenez pas quelle est la différence entre une explosion conventionnelle et une explosion nucléaire. Donc il faut d'abord et avant tout informer la population civile. Alors moi je rappelle, Gérard Chevrier, que la raison première du fait que nous ne sommes pas protégés, c'est que nous sommes, contrairement aux pays que vous avez précédemment cités, une puissance nucléaire et que l'idéologie, et je sais bien que c'est une idéologie, mais il faut la rappeler quand même, de la France, de l'État français, c'est de dire notre territoire est sanctuarisé et de toute façon, personne, et c'est la théorie de la dissuasion, ne nous attaquera parce qu'ils subiront à ce moment-là des conséquences tellement lourdes qu'ils n'oseront jamais. C'est aussi ça, il faut quand même rappeler pourquoi certains
pays, entre guillemets, c'est la mode de la pensée entre guillemets, petit pays, pour ne choquer personne, détiennent ont ce genre de réaction, parce qu'ils considèrent que eux, ils ne sont pas protégés par une force nucléaire, ni même par un parapluie nucléaire, parce qu'ils ne sont pas totalement naïfs. Nos amis suédois, danois, Gérard Chevrier, ils savent très bien que si demain ils sont frappés, ce n'est certainement pas les Américains qui viendront leur offrir un parapluie nucléaire. Oui, alors le parapluie nucléaire, si vous voulez, ça n'existe pas. Parce que en Russie, c'est le pays qui est le plus armé dans le monde. Il possède plus de 6600 têtes nucléaires. Et ça n'empêche qu'ils ont fait depuis 40 ans des abris pour toute la population civile en Russie. Donc, alors vous comprenez, à partir du moment, il faut savoir qu'à l'origine, à l'époque du général de Gaulle, lorsque la France a commencé à vouloir s'équiper d'une arme nucléaire, il y avait seulement 3 pays qui la possédaient, les États-Unis, l'Union soviétique et l'Angleterre. Et donc, l'Union soviétique a d'abord dit, pas question que la France s'équipe d'un armement nucléaire. Et donc, il y a eu des discussions, il y a eu des négociations. Et l'Union soviétique a accepté que la France se dote de l'arme nucléaire sous une condition, c'est qu'elle ne protège pas sa population civile pour rester vulnérable à des frappes qui viendraient de l'Union soviétique. Dans les négociations qui ont eu lieu, la France a obtenu que l'Union soviétique ne se protège pas également, ne protège pas sa population civile, qu'elle ait le droit de protéger seulement Moscou. C'est ce qui était convenu à l'origine, c'est ce qui a été signé. Mais depuis, l'Union soviétique a protégé toute sa population et l'Union soviétique est devenue la Russie et la Russie n'est plus engagée du tout par les obligations qu'avait prises l'Union soviétique. Donc ça, si vous voulez, ça ne tient pas. On peut être un pays qui possède l'arme nucléaire et la Russie possède l'arme nucléaire. Elle est la première puissance nucléaire dans le monde et elle a construit des abris non seulement en Russie, mais dans tous les pays du bloc de l'Est, puisque en Allemagne de l'Est, il y avait des abris. Très bien, la réponse est très claire. Merci Gérard Chevrier. Je relance une dernière fois, il reste que 10 minutes et j'ai beaucoup de questions d'auditeurs. Raphaël et éventuellement Lara. Raphaël ? Oui, un commentaire très rapide sur cette dissuasion nucléaire. Ça aussi, c'est un rappel qu'a fait Gérard Chevrier dans la revue. Je vais faire une citation très courte. C'est une doctrine donc qui existe depuis 1964, la dissuasion nucléaire. Je vais juste citer quelques lignes et après faire un commentaire. Depuis 1964, la dissuasion nucléaire protège en permanence la France de toute menace d'agression d'origine étatique contre ses intérêts vitaux, quelle qu'en soit la forme. Je passe le passage, je vais à la fin qui est intéressante. Ainsi, nos forces nucléaires, par leur crédibilité opérationnelle et technique et par la permanence de leur disponibilité et de leur posture, dissuadent tout pays doté de l'arme atomique d'envisager une attaque avec ce type d'arme contre notre pays. Le problème avec oui, voilà, mais le problème avec cette doctrine exacte, c'est que alors on n'a pas le droit de faire des anglicismes sur Radio Courtoisie, donc c'est de la méthode Coué. C'est ce qu'on appelle de l'autosuggestion positive, parce que on nous sort cette analyse-là, cette phrase-là, mais que se passe-t-il si on répond non ? Ce n'est pas vrai et on va réaliser des attaques, parce que la France subit une méthode Coué, encore une fois, générale. Notre président est le parfait exemple. On nous parle constamment de démocratie, de défense des droits de l'homme. On est dans un pays antidémocratique intégral. On nous dit qu'il faut faire face à la crise du budget, qu'il va falloir s'entraider pour redresser la France. La France est en train de s'effondrer et tous les contribuables sont en train de mourir à petit feu financièrement et pour beaucoup physiquement. On nous dit qu'il faut pouvoir protéger nos agriculteurs et pourtant on laisse à environ 2 suicides par jour pour nos agriculteurs. On nous dit qu'il faut continuer à avoir une avance technologique. Pourtant, toutes nos jeunes formations d'ingénieurs et on va dire de grands esprits qui pourraient participer au développement technologique de la nation quittent le pays. On est en retard dans de nombreux domaines technologiques. C'est de la méthode Coué intégrale. C'est pour ça qu'il est très important, je pense, de parler de ces sujets-là de manière claire. C'est parce que le réel, aujourd'hui, nous frappe en pleine figure. C'est vraiment pour ça que je pense que l'année 2025 va être un tournant. On est face à un grand mouvement de l'histoire. On le voit même au sein même de l'institution républicaine. Les Français ne veulent même plus de la 5e République. Mais c'est ça sur tous les plans. On le voit en Europe de l'Est, il y a un grand soulèvement des nations face à toute cette méthode Coué globale, c'est-à-dire cette promesse qui est en plus plutôt un ordre
un ordre de propagande, c'est tout va bien se passer dans le meilleur des mondes, c'est absolument faux. Et pour ça, encore une fois, il faut être cohérent. Nous avons notre président qui nous explique constamment que nous sommes en guerre et que la guerre est à nos portes. Donc si nous sommes en guerre et que la guerre est à nos portes, normalement, nous devrions être cohérents à l'échelle citoyenne mais aussi étatique, c'est-à-dire être prêts à faire face à tous les scénarios. Et je pense qu'avec les arguments donnés par Gérard Chevrier, que ce soit pour la situation au Moyen-Orient, la situation aussi en Ukraine, c'est qu'on est face à une escalade intégrale des tensions et avec déjà une montagne de morts. Une montagne de morts. Et à chaque fois qu'il y a des morts, on a les lignes qui s'étendent de front et qui se rapprochent de chez nous. Et quand ces lignes se rapprochent, est-ce qu'on en arrive avec une élite politique qui décide d'ouvrir des négociations? Non. On est exactement comme ce qu'a pu dire Boris Johnson au début du conflit, c'est-à-dire refuser les négociations. Le même Boris Johnson qui a avoué que toute la situation sur le front ukrainien, c'est une guerre par proxy, et que parce que c'est une guerre par proxy, qu'il a avoué, il faut défendre nos proxys et permettre à nos proxys d'atteindre leurs objectifs, quoi qu'il en coûte. Bon, voilà. Très bien, on va le prendre comme une observation. Merci Monsieur Chevrier, merci à vous, Lara, Nicolas, Raphaël, de nous offrir ces informations, même si elles sont loin d'être rassurantes. Bonjour à tous, merci pour cette précieuse interview. Alors question, j'ai une cave enterrée mais avec 2 fenêtres en seau de loup. J'espère que tout le monde sait ce que ça veut dire. Que faire pour que ces fenêtres deviennent des barrières à radiation si nous devons nous y réfugier? Merci infiniment pour votre réponse. Très courtoisement, Janine. Alors, en ce qui concerne justement, c'est un petit soupirail, ça n'est pas très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez par exemple ce soupirail qui se trouve à une hauteur de 1,90 m, eh bien, il suffit de se coucher dans l'angle du mur dessous et vous n'avez pas de rayonnement gamma. Vous voyez, le rayonnement gamma, certes, va passer à travers le soupirail, mais très peu, parce que il faudrait qu'on fasse d'autres émissions, c'est la quantité de poussière et d'éléments radioactifs qui sont sur le sol, sur 1, 2, 3, 10 hectares, qui émettent le rayonnement. Et quand vous avez un petit rayonnement par un soupirail, c'est dérisoire, mais surtout, ça va passer au-dessus des personnes généralement. Et donc, il ne faut pas chercher à faire un abri qui va être complètement hermétique. Je conseille plutôt aux personnes de mettre un trémie, si vous voulez, un treillis comme on fait pour vous savez, les légumes, pour empêcher les mouches de passer, pour que les poussières ne rentrent pas, mais que l'air puisse passer. C'est ça qui est important. Ah, justement, vous avez une auditrice qui dit ça, les caves pour survivre. Mais par exemple, les caves dans mon immeuble ont des grilles d'aération en rate des trottoirs. Si on les bouche en supposant que l'on puisse empêcher les particules, comment pouvons-nous respirer? Il faut mettre un tissu devant, mais surtout pas les boucher. Il faut laisser passer l'air, mais les poussières ne passeront pas. Voilà. Très bien. L'absence de protection contre une guerre nucléaire, c'est comme l'ouragan à Mayotte qui devait passer au nord de l'archipel. L'État préfère toujours que les populations soient prises en panique. Monsieur Chevrier, bonjour. Noël 2024 sera-t-il notre dernier? Si je comprends bien, nous habitons des maisons individuelles, nous n'avons donc aucune chance de nous en sortir. Pas de cave, bien que la cave ne semble pas la panacée à une telle guerre. J'ai déjà ma boîte de pilules d'iode, un début, point d'interrogation, un rayon d'action Alors, question, un rayon d'action des émissions de la bombe. Elle dit, je vais passer un mauvais dimanche. Bon. Est-ce qu'il y a un rayon d'action? Ça, vous l'avez. Ça, c'est dans les revues de géopolitique profonde. Absolument. Et puis aussi dans le livre, j'explique le nuage, comment il se déplace, comment il perd de son intensité. Bonjour, est-ce que les feuilles de plomb utilisées pour se protéger des rayons X seraient efficaces? Pas du tout. Il faudrait des épaisseurs telles que... Alors justement, dans le livre, et pour juste donner l'exemple, si vous voulez, 80 cm de béton divise le rayonnement par 1000 et 1,40 m par 10 000. Il faut une épaisseur de mur de 1,40 m pour diviser. Donc, pour empêcher le rayonnement gamma, il faut être absolument sous le niveau du sol. D'accord. Alors, une auditrice... Les parkings sont très très bien. Les parkings, vous l'avez dit ça, oui, au début de l'émission. Oui. Les parkings, c'est très bien. Une auditrice, il y aura une attaque sous faux drapeau pour provoquer cette guerre. Les anglo-saxons, l'Amérique et ses néoconservateurs. Merci, chère auditrice. Bon, ça, je le termine. Il reste quoi? Allez, 2 minutes. S'il y a une dernière réaction avant, parce qu'il y a beaucoup d'autres questions, mais je vous les transmettrai. Gérard Chevrier, est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous souhaitez dire, Gérard, peut-être pour conclure? Non, je pense qu'effectivement, ce n'est pas la période pour parler de ce sujet, mais si vous voulez,
il faut savoir qu'on a un risque qui est très élevé pour le mois de février. Donc, je crois que on n'a pas le choix. Il faut en parler maintenant. Il vaut mieux en parler maintenant que de ne pas en parler du tout. Absolument. Michel Dumas, qui nous gratifie toujours d'un excellent mot d'esprit pour la fin. Ce Gérard Chevrier nous fait devenir chèvre, courant vers le néant bien plus vite qu'un lièvre. Qui veut sauver sa vie? Je plains qui a la fièvre du salut sans Jésus, qu'avec foi loue mes lèvres. C'est l'humour de notre auditeur. Pour mes complices, bonjour, merci pour vos émissions, merci aussi pour la qualité de vos intervenants et l'apport des nuances qui révèlent des esprits affûtés et précieux. Cette auditrice, mon bonjour amical à Virginie, l'institution de l'émission, et à Patrice, toujours bonjour. Lara, Nicolas, Raphaël, c'est bonjour avant mes questions de béotienne. Une réflexion au sujet de l'attentat du médecin assassin. Nous n'avons plus de médecins, du souci à se faire, un peu quand même, puisque ce sont eux qui vont remplacer les nôtres. Mazan, Paty, pourquoi ne parle-t-on jamais du prêtre assassiné dans son église? C'était pour nous souhaiter une bonne émission. Merci à Lara pour sa position courageuse, nous dit cette auditrice sur l'affaire Mazan. Je partage absolument ses doutes, mais on ne peut émettre un positionnement sur ce sujet sous peine d'être lynché. Il reste quelques secondes. Alors je rappelle que c'est une idée de cadeau, je suis bien désolé de vous le dire, chers auditeurs, mais la prochaine guerre sera nucléaire les éditions du Rocal, et son auteur, c'était notre invité aujourd'hui dans ce livre journal de géopolitique profonde, à savoir Gérard Chevrier, que nous remercions beaucoup. Et joyeuses fêtes de Noël à nos auditeurs, surtout. Voilà. Malgré cette émission un peu alarmante, mais nécessaire. C'est pas parce qu'on se cache que la vérité va pas nous rattraper. Si je peux juste conclure justement, Nicolas, je contredirais un peu les propos de Gérard Chevrier. C'est la bonne période pour s'exprimer sur ce sujet-là, parce qu'on s'exprime calmement et on recherche la vérité. Et les saintes périodes de Noël, c'est des périodes où les familles se rassemblent, où on recherche la vérité, la réconciliation, l'union. Justement, le monde est en flammes, le monde est en crise. C'est la parfaite occasion pour faire preuve de calme, de rationalité, de charité, d'amour et de préparation intelligente. Voilà. Donc je souhaite avec ça un joyeux et saint Noël à tous les auditeurs de Radio Courtoisie, aussi qu'à la technique de Radio Courtoisie. Et à vous aussi, bien sûr. Belle parole à Benjamin, à notre Benjamin à nous, le Benjamin des animateurs de Géopolitique Profonde. Merci à tous, excellente fête de Noël et à la semaine prochaine, chers auditeurs, sur Radio Courtoisie.